Une vie, une œuvre. Calderón, une vie en songe. Une émission proposée par Jacques Munier. L'apogée de l'impérialisme espagnol correspond au règne de Charles Quint et aux 2 premiers tiers du règne de Philippe II. Mais si l'on parle en termes de civilisation, c'est ce qui nous intéressera le plus, très curieusement, cet apogée est suivi d'une décadence et la civilisation du siècle d'or est plutôt contemporaine de la décadence. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la grande production picturale, philosophique, littéraire, médicale, car les médecins, les psychologues du siècle d'or ont été éminents, vous vous apercevez que c'est un ensemble d'œuvres que l'on peut regrouper à partir de 1580 jusque vers 1640-1650 environ. Alors là, la culture rejoint l'histoire, en ce sens qu'à partir de 1643, pour donner une date, la bataille de Rocroi, 1648, les traités de Westphalie, l'Espagne, en tant qu'impérialisme, s'est survécu depuis la mort de Philippe II en 1598 jusqu'en 1643, qui est la grande défaite espagnole devant la puissance française. Et on peut dire, les historiens ne s'en sont pas privés, que la prépondérance espagnole disparaît d'un trait et elle sera remplacée très vite avec l'avènement de Louis XIV par la prépondérance française. Alors, du point de vue culturel, c'était notre point de départ, la décadence de l'impérialisme espagnol va de pair avec l'apogée du siècle d'or. Vous avez un certain nombre de signaux. La consécration du roman picaresque 1598 avec le Guzmán de Alfarache. Vous avez la grande peinture du Gréco qui fait les dernières années du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Et vous avez inévitablement au tout début du XVIIe siècle le Quichotte de Cervantes. Alors, dans la mesure où le théâtre espagnol du siècle d'or, ce qu'on appelle la comédia pour simplifier, est fondé par Lope de Vega, celui-ci disparaît à la fin du premier tiers du XVIIe siècle, au moment où déjà Calderón a conquis ses lettres de noblesse, et donc va porter à son apogée ce genre, et on voit très curieusement les grands noms du siècle d'or disparaître aux alentours de 1650. Que va faire Calderón? Il va continuer à écrire, c'est-à-dire qu'il va modifier ses sources d'inspiration, abandonner ce qu'on pourrait dire, pour simplifier, la grande tragédie, pour se consacrer plutôt au genre de cours, au développement du théâtre, à la féerie, aux pièces mythologiques, à l'opéra, puisqu'il est un des créateurs de l'opéra en Espagne, et en même temps se consacrer à ces pièces de propagande que sont les autos sacramentales. Voilà, en quelque sorte, brosser le parcours de Calderón. Ce qui est le plus original, c'est la période des années 1625 à 1640, qui est contemporaine de ces grandes tragédies. Les Français connaissent avant toute chose La vie est un songe, de ces grandes tragédies qui, je dirais, un peu comme les tragédies shakespeariennes, remettent en cause l'ordre du monde et posent des questions fondamentales. Après 1645-1650, la recherche porte plutôt sur l'expression, l'esthétique, le raffinement de la technique dramaturgique, et beaucoup moins sur l'ordre du monde, l'Espagne vivant sur son passé, sur des formules qu'elle a conquises et établies. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'écrit Calderón après 1650 n'a aucun intérêt, mais disons qu'il poursuit une aventure dont les bases ont été fixées antérieurement. Il n'y a pas renouvellement, il y a approfondissement. D'ailleurs, après lui, il n'y a plus personne. L'œuvre de Calderón est sans doute l'une des plus représentatives de l'esthétique et de la pensée baroque. Dans ses thèmes et leurs éclairages, comme dans ses formes ou sa philosophie d'ensemble, elle illustre parfaitement ce vertige du haut dont parle Gilles Deleuze à propos du Tintoret et du Gréco. Mais sur le grand théâtre du monde, l'existence de Don Pedro Calderón de la Barca, né le 17 janvier 1600, se dessine comme le songe de personnages en quête d'auteur. Contrairement à l'existence tapageuse de son illustre devancier Lope de Vega, la vie discrète de Calderón nous est mal connue au point qu'on a pu parler d'une biographie du silence. Et ce, bien qu'il ait connu très tôt la notoriété, puisque ses premières pièces sont représentées au Palais Royal alors qu'il n'a que 23 ans. Au cours de ses études aux universités d'Alcalá puis de Salamanque, on sait qu'il a acquis la solide formation philosophique et théologique dont il fait preuve dans son théâtre sacramentel, et nul doute que les années passées au Collège impérial de Madrid
avec ses grands pédagogues qu'étaient les jésuites, n'ait éveillé sa curiosité intellectuelle d'adolescent et sa sensibilité d'artiste, notamment ces exercices spirituels d'un genre particulier qu'Ignace de Loyola appelait les compositions de lieux et qui consistaient dans l'ouverture d'un théâtre intérieur où l'esprit devait se représenter de la façon la plus visuelle et concrète possible telle ou telle scène édifiante. Didier Souillet. Je crois qu'il faut le dire, nous sommes au XVIIe siècle, c'est une évidence, mais au XVIIe siècle, les théologiens espagnols, les théologiens français condamnent le théâtre. Faut-il dire que Molière et les comédiens étaient excommuniés, par exemple. Et en Espagne, la question s'est posée, au moment même de la mort de Philippe II en 1598, d'interdire une bonne fois pour toutes le théâtre. Or, les jésuites, qu'il s'agisse des jésuites espagnols ou des jésuites français, c'est un ordre international, donc ils réagissaient de la même façon quel que soit le pays, les jésuites étaient favorables au théâtre, l'encourageaient, étant donné qu'ils écrivaient eux-mêmes des pièces et amenaient leurs élèves à jouer dans ces pièces. Nous les connaissons. C'est déjà une prise de position vis-à-vis de l'éternelle question du théâtre. L'éternelle question du théâtre, c'est laquelle? C'est celle que les Grecs posaient déjà, avec Oedipe, je suis libre, je mène ma vie, et plus je mène ma vie selon ce que je crois devoir faire, plus je m'en fais et plus j'accomplis un destin qui me préexistait. Alors, la grande question, depuis les origines, c'est bien évidemment, sommes-nous prédéterminés, qu'il s'agisse, à la manière grecque, d'un destin, d'une parole qui préexiste et qui précède cette naissance, je pense à Édipe, ou qu'il s'agisse tout simplement, dans le contexte judéo-chrétien, d'un Dieu providence, qui provide, c'est-à-dire qui voit à l'avance et qui réduit donc l'humanité et chaque individu à l'état d'acteur jouant le scénario prévu par cette providence. C'est la première chose. Je crois que la deuxième chose importante, les jésuites ont donné à Calderón une vision de l'homme, une philosophie, à savoir que l'homme, dans ce cadre théologique avec un Dieu providentiel, l'homme bénéficie d'un libre arbitre qui est irréductible, c'est-à-dire d'une volonté, et qu'il assume son destin, puisque les jésuites rappellent entre autres choses qu'on peut faire son salut grâce à ce que les théologiens appelaient les œuvres, c'est-à-dire les actes de toute une vie qui ont une valeur positive ou négative et qui donc déterminent le choix ultime au moment du salut ou de la damnation. Ce qui est important, puisque faut-il le rappeler qu'un drame, un théâtre, c'est une action. L'étymologie nous le dit, le drame, c'est agir. Or, pour qu'il y ait un théâtre, il faut au moins que le personnage ait l'illusion d'agir. Dans la première partie de sa vie, Bernard Seuzet. Il y a quelques événements quand même que les biographes rappellent. Son père est mort lorsqu'il avait 15 ans. Son père, d'après les témoignages, semble avoir été un père très autoritaire, voire despotique, décidant lui-même de la destinée de ses enfants. Ce qui paraît se manifester dans la jeunesse de Calderón, c'est une sorte de violence du tempérament qui par la suite fera contraste avec cette vie un peu recluse. Par exemple, il a été accusé, ainsi que ses deux frères Diego et José, en 1621, d'un meurtre. Il aurait lui-même connu un peu l'expérience de la prison. Disons, en recherchant divers témoignages de la biographie de Calderón, on pourrait faire apparaître des analogies, si on peut dire, entre son propre tempérament, en tout cas d'adolescent ou de jeune homme, et celui de Sigismond, dans cette violence, dans cette rébellion, dans ce besoin, si on peut dire, d'affirmer son individualité, en opposition à une sorte de sentiment de tyrannie ou d'oppression qui l'empêcherait de se réaliser. Il y a deux Calderón, ça c'est très net. Il y a un Calderón jusqu'à 1650, qui est le premier Calderón, qui est celui un peu, entre guillemets, et sans systématiser les choses, de la rébellion, Marc du Witz. moins de la révolte, ou du moins de la remise en cause d'un certain nombre de choses importantes de son temps. Et puis le deuxième Calderón, qui se fait prêtre en 1651,
et qui semble beaucoup plus, entre guillemets, rangé. Mais tout cela a nuancé énormément. Et cet épisode en 1629, justement, fait suite à un épisode de 1621 où il a été mêlé à une histoire d'assassinat ou de crime ou de duel, enfin c'est pas tout à fait clair, et il a dû se réfugier dans une ambassade et vendre la charge de son père pour pouvoir payer les amendes. En 1629, il poursuit dans un couvent quelqu'un qui avait blessé son frère, et cela donne lieu à un véritable scandale qui fait qu'un des grands prédicateurs du temps, Pallavicino, le met publiquement en cause, et que précisément dans le Principe Constante de cette année, Calderón lui envoie quelques méchancetés qui donnent lieu à un procès avec intervention des autorités juridiques, etc. C'était un personnage assez rebelle, en tous les cas dans la volonté, et ne se pliait pas facilement aux conventions, contrairement à ce que pourrait laisser croire son théâtre. On a un peu trop tendance à faire de Calderón un conservateur, un défenseur à tout crin de l'ordre. Ça n'est pas du tout son problème, c'est un vrai littérateur. Donc il travaille par-delà, si l'on peut dire, les valeurs de son temps pour en créer de nouvelles. Mais les quelques portraits qu'on a de lui dépeignent un personnage quand même assez austère. Bon, il est vrai que... Ce sont des portraits de fin de vie. De fin de vie, oui. De fin de vie. Ils sont, je crois que c'est dans la 77e année de mon âge ou 81e année de mon âge, donc évidemment c'est pas forcément le portrait le plus révélateur de sa jeunesse, car il a une jeunesse au sens premier, c'est-à-dire jusqu'en 1640 à peu près, 1642 exactement, qui correspond à l'histoire du théâtre espagnol. C'est tout à fait curieux. Il a une carrière très longue, il commence en 1621-22 à écrire des poèmes, en 1623 une première pièce, et puis il va écrire pendant 60 ans. C'est quand même très long pour un auteur dramatique, avec un succès égal, hein, c'était véritablement de son temps la vedette. Il a été admiré dès les premières années et est resté le modèle absolu. Il va donc écrire beaucoup, et jusqu'en 1642 à peu près, il écrit ses pièces les plus connues. De très loin, les grandes pièces, Le médecin de son honneur, La vie des Sueños, enfin La vie est un songe, et autres grands chefs-d'œuvre, Le magicien prodigieux, etc., etc. Les grandes pièces qu'il faut en connaître, La dévotion de la croix aussi. Et après, pendant une dizaine d'années, il y a comme une interruption qui correspond, pas tout à fait, il ne s'arrête vraiment jamais, mais enfin la production diminue nettement, qui correspond exactement à la fermeture des théâtres. À partir de 1642, 43, 44, de graves événements dans l'histoire de la monarchie espagnole entraînent la fermeture des théâtres, que va prolonger généralement, ça durait 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, là successivement une série de deuils royaux et d'événements très graves. C'est la décennie où s'écroule l'Empire espagnol entre 1640 et 1650, eh bien il va y avoir une très longue fermeture de théâtre qui va commencer vers 1643 et s'achever seulement en 1649. C'est extrêmement long, et au niveau de l'histoire du théâtre et de l'histoire de Calderón, ça marque une rupture extrêmement importante. Oui, puisqu'à partir de 1650, 1651, il va, étant ordonné prêtre, il y a sans doute une relation de cause à effet quand même. Il a eu un enfant entre-temps quand même. Oui. Illégitime, et qui meurt. Et qui meurt précisément qui meurt assez vite. En 1651, je crois. Oui, qui meurt très vite. Mais il a une crise de conscience, enfin on suppose, parce que tout ça ce sont des suppositions, on n'a pas de documents, c'était un personnage qui écrivait très peu. Sur lui en tout cas. Sur lui et très peu sur son œuvre. On a peut-être... je ne sais pas, une dizaine de pages de déclarations de Calderón, alors que pensez à Corneille, les préfaces, les examens, les déclarations, ceci, on en a une masse de documents, rien. Là, il y a quand même ce poème Psale et Tsille, Chante et tais-toi, mais qui est un poème... dont le titre est tout un programme. Oui. Poème un peu autobiographique. Si on veut, mais si peu que rien. C'est-à-dire qui est surtout un poème de réflexion religieuse, hein, parce qu'il est né de la lecture lorsqu'il a été chapelain à Tolède. À une époque, il a occupé comme ça un certain nombre de places, et c'était quand même un personnage qui, dès le départ de sa vie, a été promis à une carrière religieuse, qu'il a justement refusée en réaction contre son père qui le lui imposait. Et en fait, c'est surtout une méditation religieuse. On ne peut pas comparer ça avec son œuvre profane. Enfin, ces hommes-là, à l'époque, tous, quels qu'ils soient, Descartes le premier, avaient l'esprit bien compartimenté et ne confondaient jamais les parties de leur production. Le théâtre national de Lope devient notionnel chez Calderón, mais c'est un même théâtre espagnol. Lope, c'est la vigne, pourrait-on dire en rectifiant Goethe. Calderón, le vin. Et si dans le vin se trouve la vérité, la vigne est la vie. La vraie vie de cette poésie, populaire ou théâtrale totalisation unificatrice de l'Espagne, se trouvera dans sa nation et sa notion, sa vie et sa vérité, complétée chez Calderón et Lope
dans une poésie théâtralisée en histoire, comme dans une histoire théâtralisée en poésie. Dans un peuple dont le songe est d'écrire son histoire dans le temps, ou dont l'histoire est de se rêver dans l'éternité. Ainsi fait-il de ce qu'il songe une vraie vie, et de la vérité un vivant songe. Ainsi, éternellement, se dénoue ou nous est dénoué son labyrinthe générateur étoilé de ciel. José Bergamine, L'Espagne en son labyrinthe. Pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, toute l'Europe s'est passionnée pour le théâtre. Ce qui signifie que le théâtre va devenir un petit peu comme, passez-moi l'expression, l'anachronisme, l'écho sonore, c'est-à-dire le reflet des préoccupations du temps. Alors on pourrait en donner un certain nombre d'exemples. Disons d'abord que, puisque nous sommes en France, la France est en retard. Jusqu'à 1630, en France, il n'y a pas de troupes fixes à Paris. Mais que se passe-t-il, par exemple, à Londres, et que se passe-t-il à Madrid? Je ne parlerai pas de l'Italie, puisque l'Italie a porté, créé le théâtre, inventé une scénographie, inventé un lieu de représentation, a inventé l'opéra. Mais contentons-nous de ceux que l'on peut rapprocher du point de vue de la production dramaturgique, c'est-à-dire le théâtre élisabétain et le théâtre du siècle d'or. Vers 1600, Londres fait environ 200 000 habitants et il y a de 8 à 10 théâtres qui fonctionnent en permanence. Madrid est une ville nouvelle qui est le siège de la cour depuis peu, mais il y a en permanence 2 théâtres publics, un théâtre de cour qui est multiforme et les grandes villes de province, comme Séville ou Valence, ont un théâtre permanent. Alors, disons que le grand mot de cette époque, de cette littérature souvent reprise, c'est « la vie est un théâtre, le monde est un théâtre ». Des gens comme Lope de Vega ont écrit plusieurs centaines de pièces, Calderón en a écrit plus de 260 ou 280 selon le nombre de pièces que l'on inclut dedans. Donc, ceci signifie que l'on consommait énormément de spectacles. Ceci signifie aussi que toute la société se passionnait pour ce type de spectacle. C'est d'ailleurs une caractéristique du théâtre du début du XVIIe siècle, disons du premier tiers du XVIIe siècle, aussi en Angleterre et en Espagne, c'est qu'il y avait une sorte de communion du public. Lorsqu'on regarde la composition sociologique du public à cette époque, à Madrid, on s'aperçoit que toutes les classes sociales étaient présentes. Depuis ceux qui étaient debout et qui payaient 3 fois rien leur place et qui s'agitaient beaucoup d'ailleurs, à la place de notre actuel orchestre, le parterre si vous voulez, jusqu'à ceux qui payaient fort cher des loges qui entouraient la scène, on trouvait dans une même communion, dans une même passion, toutes les classes sociales. Alors cette passion, évidemment, elle était partagée par ceux qui détenaient le pouvoir. Alors en France, on sait que le théâtre classique français est l'œuvre de Richelieu. En Angleterre, il faudrait citer la protection d'Élisabeth Ier et ensuite la protection accordée par Jacques Ier à la troupe même de Shakespeare. Mais pour revenir à notre Espagne qui nous occupe en premier, il faut dire qu'un roi comme Philippe IV, qui a été le protecteur de Calderón, Philippe IV, faut-il le rappeler, est arrivé au pouvoir en 1621, il est mort en 1665, donc vous voyez que son règne recouvre la plus grande partie de la période productrice de Calderón. Eh bien, il s'est passionné pour le théâtre, s'est fait construire un théâtre dans son palais du Buen Retiro, et qui a d'ailleurs été inauguré par Calderón, si je ne me trompe. Oui, par des représentations de Calderón, de même que le parc du Buen Retiro a été inauguré par Calderón, et il s'est fait construire une sorte de petit Trianon pour se reposer comme le fera Louis XIV plus tard. Eh bien, dans ce petit Trianon, il partait avec quelques amis, il partait avec Calderón et sommait Calderón de lui inventer un scénario et de lui construire une pièce immédiatement, et le roi lui-même montait sur les planches. Marc Witz, la production théâtrale de Calderón est extrêmement variée, mais en ce qui concerne les comédies, on peut donner quelques exemples, comme par exemple justement La Dama Duende, qui est une œuvre de jeunesse, on peut dire. Oui, de jeunesse, oui, elle est de 1629, c'est une des rares pièces pour lesquelles on a une date tout à fait exacte, puisqu'il y a une allusion au début au prince Balthazar qui vient de naître, le futur héritier de la couronne malheureusement mort en 1646, et c'est une pièce des plus caractéristiques précisément de la comédie de Cape d'Épée, qui a comme caractéristique
d'être une comédie urbaine, c'est-à-dire qui se déroule dans la ville toujours, et d'être une comédie, j'allais dire, espagnole, parce qu'elle se déroule dans l'enceinte de la monarchie hispanique, soit en Castille, soit dans les provinces périphériques. Et troisième caractéristique qui la différencie des comédies de palais, ces personnages en sont tous, sauf les domestiques bien entendu, des gentilshommes de la noblesse moyenne ou inférieure. C'est le cas notamment du héros de la Dama Duende, la dame invisible, quelquefois on l'appelle, ou la dame fantôme, ou encore l'esprit follet, cette dame qui se promène dans les appartements qui constituent sa maison, et toute la pièce va se dérouler justement comme le moyen employé par cette dame pour parvenir à voir et connaître Don Manuel et avoir des relations avec lui, grâce à un artifice, l'artifice du placard. Mais finalement, bien entendu, ça se terminera très bien, comme toutes les comédies de Calderón, par un mariage. C'est tout à fait typique de la comédie de Cap et d'Épée, qui se fonde sur ces quiproquos et sur ces mouvements d'endroits extrêmement complexes et très difficiles à imaginer. Monsieur, quoi de neuf pour votre fantôme? L'avez-vous vu par ici? S'il n'y est plus, j'en serais fort aise. Parle bas. Où vas-tu? J'ai fort à faire chez nous. Je n'ose entrer. Pourquoi? J'ai la frousse. Et tu te dis un homme? J'ai la frousse. Et c'est tout naturel. Imbécile, prends ce chandelier. Éclaire-moi. Oui. Je dois écrire quelques lettres. Et me préparer car je pars de Madrid ce soir. Ah, vous ne l'avouez pas, mais vous avez peur, vous aussi, puisque vous fuyez. Fiche-moi la paix avec tes sottises. Tu me fais perdre le temps. Tiens le bougeoir, tandis que je prends congé de Don Juan. Oui. Soit, je vais tenir la chandelle au fantôme. Restons pas dans le noir et cherchons une allumette. Oh, la veilleuse. Voilà qui nous permettra d'y voir clair. Ce que c'est que l'imagination. Je pèle de peur. Il faut bien prendre conscience qu'il y a plusieurs types de lieux théâtraux en Espagne au siècle d'or. Celui pour lequel a été conçu et sont conçus en général les comédies de Cap et d'Épée est ce qu'on appelle un corral, c'est-à-dire un théâtre populaire, par opposition aux autres théâtres qui peuvent exister, celui de la cour par exemple, ou aux scènes en plein air qui seront ceux de l'auto sacramental. Un corral, c'est quoi? C'est une cour, effectivement, au sens tout à fait concret du mot, c'est-à-dire la cour intérieure d'une maison, de ces grandes maisons qui avaient des cours intérieures, et que l'on a érigé progressivement en théâtre à la naissance du théâtre à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Elle est constituée par une scène tout à fait caractéristique, qu'on appelle en français quelquefois une scène en éperon, c'est-à-dire qui s'avance dans le public, qui est face à la scène et sur les deux côtés de la scène. Et par conséquent, il y a une impossibilité matérielle de mettre des décors à l'italienne, des décors avec des coulisses. Donc c'est une scène très petite, elle fait environ, en moyenne, ça dépend des théâtres, 60 mètres carrés, ce qui est tout à fait petit pour une scène de théâtre, et elle a derrière elle ce qu'on appelle la façade scénique, c'est-à-dire un des côtés de la cour, divisé en 3 étages, et horizontalement et verticalement par 2 piliers. On a donc affaire à 9 petites niches devant lesquelles il y a des rideaux. Et toutes les astuces de mise en scène consisteront très précisément dans le fait de faire coulisser ces rideaux pour dévoiler soit le placard, si c'est le cas, soit, et il y avait des portes d'entrée qui servaient d'entrée aux acteurs, sur les 2 portes latérales. Et on a donc 3 entrées, si vous voulez, sur lesquelles les acteurs vont jouer indéfiniment pour créer l'espace. Une des caractéristiques de ce théâtre est que l'espace y est un espace verbal, c'est-à-dire non pas représenté, mais créé par la parole, et je dirais même par le mouvement du personnage. Il arrive très fréquemment qu'un personnage dise « je suis ici » et tout en parlant, fasse plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres. Le début de l'Alcalde de Zalamea de Calderón est tout à fait caractéristique. Il parcourt environ 15 kilomètres dans une scène continue qui dure tout le premier acte. Il n'y a pas d'interruption de lieu, mais on se déplaçait depuis la campagne jusqu'au cœur de la ville et jusqu'au cœur de la maison du protagoniste de la pièce. Donc, un théâtre qui se caractérise essentiellement par l'imagination laissée du spectateur. C'est un théâtre qui sollicite énormément l'imagination et qui est aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler le réalisme. Mais l'imagination est tout de même alimentée par le texte. Vous disiez qu'il a eu un rôle important. Et d'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas de spectateurs, on parlait d'auditeurs, d'oyentes. Oyente, oui, c'est oyente dans tous les sens du terme. C'était même des oyentes qui avaient un système d'écoute extrêmement pointu et fin. Nous sommes, nous, actuellement, dans une génération qui a perdu la capacité d'écouter des choses. Je ne parle pas des gens qui ont les oreilles abîmées par la musique, je parle des gens incapables de reconnaître, par exemple, à l'oreille, les changements métriques ou la nature des vers qui sont dits. Or, on a des preuves que
le public même populaire, lorsqu'un auteur faisait un vers court ou un vers long, c'est-à-dire n'ayant pas la mesure du maître qu'il avait choisi, se faisait siffler violemment. Alors, un théâtre auditif, si vous voulez, pour des oyentes, pour des auditeurs, au sens premier, ils entendent plus qu'ils ne voient, l'un évidemment n'excluant pas l'autre, ce qui veut dire que ce théâtre, en fait, se construit essentiellement à partir de ce que les savants, entre guillemets, appellent la polymétrie, c'est-à-dire l'usage d'un maître différent. À la différence de Corneille ou de Racine, qui écrivent leurs pièces dans leur immense majorité avec un seul maître, l'alexandrin, toute la comédia du siècle d'or, quand je dis toute, c'est depuis 1580 jusqu'à 1700 à peu près, toute la comédia obéit au système du changement métrique, pour des raisons les plus diverses, soit un changement de tonalité, par exemple, on passe à un grand moment lyrique dans la Vida de Sueño lorsque Sigismond, pour prendre un exemple de grande plainte lyrique, dans son monologue du début, on a affaire à des dizains, décimas, qui sont une forme strophique lyrique en espagnol. La décimas, c'est donc, oui. sont donc des vers des octosyllabes. Des octosyllabes. Par série de 10. Par série de 10, organisées selon un schéma extrêmement précis de rime. Mais à côté de ça, lorsque Basile va faire son récit au milieu du premier acte, son grand récit, son discours du trône, on peut l'appeler comme ça, il le fera en romance, c'est-à-dire en vers octosyllabes rimés tous les deux vers, ou assonancés tous les deux vers, et ceci à l'infini, pour marquer des changements de ton. Plus important encore, comme le théâtre du siècle d'or n'obéit ni à l'unité de lieu, ni à l'unité de temps, ces deux éléments ne peuvent pas, comme dans le théâtre français, servir au découpage. Cette notion tout à fait fondamentale, j'ai le souvenir quand j'étais petit d'avoir lu les souffrances de Corneille sur la division des scènes, eh bien, les Espagnols, et tous, ce n'est pas propre à Calderón, tous divisent leurs scènes, non pas par le lieu ou par le temps, qui sont des éléments qui peuvent compter, mais par le vers. Et le changer de vers signifie aussi, on pourrait appeler ça un usage macro-structural, si vous voulez, ou de structure. Changer de vers signifie aussi changer le moment dramatique, qui est toujours indépendant, presque toujours indépendant du lieu et du temps. Ils ont une très grande liberté, et ça correspond à cette liberté scénique qu'ils ont. C'est un théâtre extrêmement libre, donc extrêmement moderne. Festival d'Angers, Maria Casares interprète La dévotion à la croix. Ma fille, je t'apporte aujourd'hui une heureuse nouvelle. La sainte condition dont tu as tant rêvé, j'en suis sûr, est maintenant la tienne. Si tu ne réponds pas à ce bienfait par le ton sans tour de ton âme et de ta vie, tu reconnaîtras bien mal le soin que j'ai pris de toi. Toutes les dispositions sont prises. Rien n'a été laissé au hasard. Il ne reste plus qu'à te parer magnifiquement pour devenir enfin l'épouse du Christ. Sois heureuse, ma fille. Te voilà désormais au-dessus de toutes celles que le monde envie, toi, qui vas célébrer des noces divines. Que dis-tu? Seigneur, l'autorité d'un père qui surpasse toutes les autres peut certainement disposer de la vie, mais elle ne commande pas à la liberté. N'eût-il pas mieux valu me faire d'abord connaître vos intentions? N'auriez-vous pu aussi vous inquiéter de mes désirs? Non. Dans l'injuste comme dans le juste, ma volonté doit être la tienne. Un enfant est libre de choisir son état, rien d'injuste ne peut contraindre son choix. Laissez-moi réfléchir. Examinez ceci à loisir et ne vous étonnez pas que je demande un délai. Le parti d'une vie ne se prend pas en un instant. Il suffit que j'aie réfléchi moi, et que pour toi j'ai consenti. Mais alors prends ma place au couvent, sur ma place tu dois vivre. Tais-toi, chienne! Tais-toi, folle! Ou bien de ces cheveux, je ferai une corde pour ton cou, avant d'arracher de mes propres mains cette langue insolente qui m'outrage. Je défends ma liberté, Seigneur, mais je ne te refuse pas ma vie. Vous avez évoqué deux comédies qui sont en fait des comédies à thème tragique. Le magicien prodigieux, qui est un peu le mythe de Faust. Oui, un peu beaucoup même. Oui, tout à fait. Et La dévotion à la croix, cette pièce donc dont Albert Camus disait qu'elle était un extravagant chef-d'œuvre et qu'il connaissait bien puisqu'il l'avait lui-même traduite pour le théâtre. Alors ce sont deux pièces tout à fait différentes, bien entendu, deux pièces
qui sont des pièces, on l'oublie souvent, religieuses, au sens où toutes les deux se terminent par une conversion. C'est important parce que la perspective n'est pas du tout la même que dans le Faust, par exemple, ou dans d'autres pièces que l'on connaît. Ce sont deux pièces qui débouchent en définitive sur une conversion des deux héros, des deux protagonistes. Le magicien prodigieux, c'est effectivement le thème de Faust. Ça se passe seulement au IIe siècle. Oui, un Faust très particulier, oui. Qui vit au IIe siècle de la chrétienté. C'est un philosophe païen. Voilà, qui est un philosophe païen et qui réfléchit au début de la pièce longuement sur une phrase de Pline. Il n'est pas encore véritablement arrivé à concevoir le Dieu des chrétiens, et il réfléchit, et il se heurte à un échec de sa réflexion, ce qui l'entraîne, on pourrait dire de nos jours, dans un moment de dépression, qui fait qu'il va chercher les moyens de parvenir à dominer cet échec de son pouvoir, de son savoir qui est un pouvoir, mais en même temps, il va essayer d'y trouver le moyen d'exercer son désir, puisqu'il a rencontré entre-temps Justine, une chrétienne pure et dure, si l'on peut dire, et qui va essayer de conquérir. Alors ce magicien prodigieux, ça sera le démon, le tentateur, qui va essayer précisément de lui conférer tous les pouvoirs de la magie pour atteindre à la possession à la fois du savoir et de la femme, c'est-à-dire à la réalisation du désir. Ce sera évidemment un échec, bien sûr, et les deux se convertiront, c'est-à-dire que l'union des deux, Cyprien et Justine, se fera, à la différence peut-être du Faust moderne dans les versions où cela se passe, se fait sur un plan qui est un plan mystique. Ce n'est pas du tout un plan... Il y a bien le salut par la femme, entre guillemets, mais c'est tout à fait différent de la pièce romantique, ce qu'on peut imaginer de nos jours. C'est vraiment une ascension par la religion et par la croyance. Et qui s'achève dans le martyre. Dans le martyre, comme la dévotion à la croix. Oui. De la même façon, oui. Vous évoquiez le romantisme, il y a quand même une scène romantique, si on peut dire, entre guillemets, évidemment. C'est la rencontre entre Cyprien, donc, et ce magicien qui n'est autre que le démon, à la suite d'une tempête qui a une allure très romantique. Oui, bien sûr. Ça expliquera, sans pouvoir entrer dans le détail ici, le cadre peut l'être. La réalité, après des personnages, elle est beaucoup moins. Leur façon de raisonner et de penser, elle est beaucoup moins. Mais ça explique en tout cas la dévotion sans astuce dont a été l'objet Calderón, qui a été en quelque sorte ressuscité après le purgatoire du XVIIIe siècle par les Allemands. Les Allemands, le théâtre allemand, enfin les grands critiques allemands de l'époque, les Schlegel et autres personnages de cette époque-là, ont retrouvé en Calderón un théâtre total très proche de leur conception romantique. Et ça explique cela, et ça explique effectivement la fascination qu'ils ont eue à la fois pour le magicien prodigieux et d'autres pièces, et les autos sacramentales. Justement, ils retrouvaient la conjonction, tout à fait exclue du théâtre classique, bien sûr, d'un certain nombre d'arts on a même appelé Calderón pré-wagnérien à une époque. Il faut faire attention dans l'emploi des mots, mais enfin, il y a quelque chose, disons, il y a un lien incontestable dans ce théâtre qui fait appel à la totalité des sens, mais qui concerne plutôt chez Calderón le théâtre de cour, dont on n'a pas parlé du tout, qui est un autre volet de son œuvre. On a surtout parlé, tout le théâtre qu'on a évoqué jusqu'à maintenant est un théâtre de corrales, un théâtre populaire. Le théâtre de cour est une grosse production. Puisqu'il a été pratiquement l'auteur dramatique officiel de la cour d'Espagne. Oui, il a été assez vite. Bon, au début, bien sûr, c'est pas une fonction comme on y aurait un chroniqueur de cour, bien sûr, mais très très vite, il a été associé aux fêtes de cour. Il n'était pas le seul d'ailleurs, il y avait plusieurs dramaturges qui le doublaient ou le complétaient. Et ça, on peut dire que ça a commencé de façon officielle lorsque le grand théâtre du Buen Retiro, qui est un palais construit par Olivares pour Philippe IV, le nouveau palais, comme on l'appelait quelquefois, a été donc mis en place avec une scène tout à fait particulière, cette fois-ci une scène à l'italienne, c'est-à-dire une scène qui était séparée du public, avec un rideau de scène, et avec tout ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire une perspective. On allait vers le fond de la scène comme un théâtre, le Capitole à Toulouse, pour ne pas le nommer, puisque j'en viens, ou n'importe quel théâtre à l'italienne, et où s'étaient représentées effectivement des fictions mythologiques, des fêtes romanesques, et des fêtes à grand spectacle. Avec toute l'industrie des ingénieurs italiens. Oui, qui étaient très nombreux, et qui était le fameux Cosmelotti, qui a été le premier ingénieur italien, avait d'ailleurs des paroles assez violentes avec Calderón, qui lui rappelaient vertement, car c'était un littéraire qui n'ignorait pas le spectacle, que dans le théâtre, certes, les machines étaient importantes, mais qu'en aucun cas, elles ne devaient
être supérieur au texte. Donc on a un courrier là, pour une fois, on a un courrier de Calderón qui est très clair sur la valeur qu'il accordait au spectacle. Il savait construire pour le spectacle, mais toujours en donnant la primauté au texte. Il faut dire qu'à l'époque, l'auteur n'était pas l'auteur au sens où on l'entend. C'est le metteur, c'est ce que nous appellerions en scène. Oui, et le directeur de compagnie, en fait, il recouvre sur l'auteur vendait son texte et n'avait plus rien à voir avec et on l'appelait pas l'auteur, on l'appelait le poète. Voilà. On l'appelait, le poeta de comédia, c'est-à-dire il vendait son texte et ce texte disparaissait. C'est-à-dire il le perdait complètement, il n'était plus propriétaire, ce qui donne lieu après pour les éditions, parce qu'on a pu le voir pour La Vida de Sueño et pour La Dama Duende, le problème est exactement le même. On a plusieurs versions d'une pièce, sans savoir exactement quelle est la bonne, s'il y en a une bonne, si l'auteur est réintervenu ou pas. Ce qui se passait, c'est souvent au bout de quelques années, se voyant attribuer des pièces totalement déformées ou qui n'étaient pas de lui du tout, un auteur, un poète donc en l'occurrence, essayait de récupérer un manuscrit qui avait été lui-même recopié à la main, coupé, créé avec des passages ajoutés pour des acteurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les manipulations les plus invraisemblables, ou tout simplement abîmé parce qu'on avait perdu des morceaux, et à ce moment-là se trouvait devant la seule solution possible qui était de réécrire sa pièce. Deuxième journée. Le prince est ici, je me retire. Écoute, femme, arrête. Ne joins pas l'Occident à l'Orient en fuyant dès les premiers pas. Tu n'as qu'à joindre l'Orient à l'Occident, la lumière à l'ombre froide, alors sûrement tu seras la syncope du jour. Mais que vois-je? Ce que je vois, j'y crois, et j'en doute tout ensemble. J'ai déjà vu cette beauté en un autre temps. J'ai vu cette pompe, cette grandeur réduite dans les bornes d'une étroite prison. Oh, je retrouve ma vie, femme, car l'homme ne saurait imaginer un plus beau compliment. Qui es-tu? Déjà, je t'adore, et ma foi s'attache à toi, de telle sorte qu'il me semble t'avoir déjà vu. Vos louanges me touchent, et que vous répondez la rhétorique de mon silence. Quand la raison est embarrassée pour répondre, la langue qui parle le mieux, Seigneur, est celle qui sait le mieux se taire. Ne t'éloigne pas, attends encore. Veux-tu donc laisser mes sens dans les ténèbres? Je demande à votre Altesse la permission de me retirer. T'en aller avec tant de presse, ce n'est pas la demander, c'est la prendre. Si vous ne me la donnez, il faudra bien que je la prenne. Tu feras que de courtois, je deviendrai grossier. Il y a dans la résistance je ne sais quel poison qui irrite ma patience. Et quand ce poison, source de colère, de fureur et de rage, triompherait de votre patience, il n'oserait, il ne pourrait porter atteinte au respect qui m'est dû. Ne fût-ce que pour éprouver, si je le puis, je suis capable de manquer de respect à ta beauté, car j'ai un penchant irrésistible à vaincre l'impossible. Aujourd'hui, j'ai précipité de ce balcon un homme qui me disait que cela ne se pouvait faire. Pour voir si je le puis, je trouverai tout simple de jeter ton honneur par la fenêtre. On avait bien raison de craindre que votre tyrannie ne préparât à ce royaume infortuné des scandales inouïs. Il ne le menaça de crimes, de trahison, de violence, de meurtre. Mais qu'attendre d'un homme qui n'a d'humain que le nom? Audacieux, cruel, farouche, barbare et despote, élevé enfin parmi les bêtes sauvages. C'était pour ne pas entendre ces injures de ta bouche que je me montrais si courtois, croyant par là mériter tes égards. Mais si en parlant ainsi, je suis ce que tu dis, vive Dieu! Tu ne l'auras pas dit sans raison. Allons, qu'on nous laisse seuls, qu'on ferme cette porte, que personne n'entre. On a greffé sur Calderón l'image de poète de l'Inquisition. Je ne veux pas dire que ce soit faux, étant donné que nous savons que c'est quelqu'un qui a écrit des pièces de propagande religieuse. Mais lui coller cette étiquette, c'est lui jouer un très mauvais tour, parce que c'est oublier tout l'aspect commun avec Shakespeare d'expérimentation du chant du tragique, avec une liberté tout à fait surprenante. Et cette liberté dans l'audace de l'expérimentation tragique, on la retrouvera véritablement au XXe siècle. Alors, cela peut surprendre étant donné que, certes, nous sommes à l'intérieur d'un univers qui est un univers dominé par la transcendance et qui est un univers très marqué par la religion, mais justement le paradoxe et la grandeur de ce théâtre, c'est de fonctionner à l'intérieur de cadres religieux qui semblent et qui sont tout à fait rigoureux et contraignants, avec une grande liberté qui n'est plus cette fois une liberté formelle, mais une liberté dans l'investigation des thèmes. Le personnage caldéronien, ce qui le rapproche de certains personnages, je pense à Macbeth, le personnage caldéronien est un personnage qui va jusqu'au bout de ses désirs. Alors, mettons les points sur les i.
Quand on dit aller jusqu'au bout de ses désirs, c'est aller jusqu'au bout de ses désirs sans restriction et de tous ses désirs. Ce qui signifie que le personnage caldéronien est un être de désir avant toute chose. Pour utiliser une métaphore qu'utilise très souvent Calderon, il donne libre cours sans frein, à prendre comme le frein qui arrête le cheval, sans frein, il donne libre cours à ses désirs dans la carrière du monde. Donc, il s'emparera du pouvoir, il s'opposera par les moyens les plus violents à ses ennemis, qui sont les détenteurs du pouvoir, et le premier détenteur du pouvoir, c'est le père de famille. Il y a une opposition oedipienne constante au sein du théâtre caldéronien, mais il s'emparera surtout de l'objet de son désir, c'est-à-dire la femme aimée, et par les moyens les plus explicites et les plus rapides, c'est-à-dire le viol. Alors, le viol est représenté sur scène dans un certain nombre de pièces du théâtre du siècle d'or. Tirso de Molina, qui, comme vous savez, était moine, alors j'insiste là-dessus, dans les œuvres de Calderon aussi. Alors, j'insiste sur ce point, qu'on me dise que c'est un poète de l'Inquisition, je veux bien, mais si vous trouvez que le viol est un spectacle édifiant, qu'en pensez-vous? Alors, je crois qu'il faut partir de là pour dire que le héros du théâtre caldéronien est un personnage révolté, et un personnage révolté qui va jusqu'au bout de sa révolte. Et c'est justement ça qui est intéressant. Il n'y a pas de limite à cette révolte, ce qui fait que, n'ayant pas de limite, il s'aperçoit que sa liberté a épuisé tous les possibles et peut-être une liberté inutile, ce qui le ramène à la grande question qui est la question du sens et peut-être d'une recherche du sens. Alors à ce moment-là, l'œuvre opère un retour vers des positions préparées à l'avance, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire vers une idéologie officielle. Mais ce ralliement vient comme une nécessité, et une fois que l'on a expérimenté, je dirais, toutes les autres possibilités. Le héros en vient à envisager un monde dépourvu de sens, c'est-à-dire absurde. D'où, peut-être à ce moment-là, un effroi et la nécessité d'un retour en arrière. Disons, pour simplifier, que le théâtre, les grandes œuvres de Calderon, les grandes tragédies, voient une sorte de structure un petit peu semblable qui est l'arrivée d'une bête fauve, car l'homme est décrit au début de la tragédie comme une bête fauve. Alors on pense à La vie est un songe, mais on pourrait citer un grand nombre de pièces de Calderon où le héros est décrit au début à l'état vivant, à l'état de nature, et représenté sur scène vêtu de peau de bête, pour que justement cette identification se fasse de manière explicite. Et pour que l'on comprenne encore mieux, il brise la clôture dans laquelle il était enfermé. Alors, j'ai l'air de parler de La vie est un songe, mais je pourrais citer une pièce qui fait référence à l'histoire de Rome, la lutte de l'empereur Aurélien contre l'impératrice Zénobie, ou bien une pièce qui a fasciné Goethe, qui s'appelle Semiramis, du moins dans sa traduction française, puisque le titre espagnol c'est La hija del aire. Or là, le personnage central est un personnage féminin qui, au début, est une véritable bête sauvage lancée dans le monde avec ses instincts. Or, ce qui est intéressant, et ce qui, pour nous qui avons lu Freud, nous permet de greffer sur ce théâtre une critique moderne, c'est que Calderon tient compte dans son anthropologie de la réalité instinctive et de l'importance du désir pour construire ces personnages. Ces personnages sont des êtres de désir. Et l'expérience dramatique qu'ils traversent leur permet peut-être de découvrir la nécessité de ce que Calderon appelle une victoire sur soi-même, qui est le point de bascule, la nécessité d'intérioriser un ordre pour fuir quoi? Peut-être justement cet abandon à l'état de nature. La vie est un songe est l'histoire de la conversion d'un prince condamné par son père, le roi, à vivre enfermé dans un sombre cachot à la suite d'un oracle oedipien qui révèle que ce fils monstrueux, dont la mère est morte en couche, usurpera le pouvoir royal. Un jour, le roi décide de mettre Sigismond à l'épreuve et de lui faire vivre, comme dans un songe, une journée de règne au palais. Pour Maurice Molliot, qui a analysé la pièce comme un véritable mythe, à l'instar de celui de Don Juan, ces protagonistes mythologiques interviennent à un moment où, après l'avènement du mythe de fondation qu'est le christianisme, il n'y a plus de place pour l'élaboration de mythes nouveaux.
Et à l'aube de l'ère cartésienne qui donne son congé à la pensée mythique, La vie est un songe apparaît comme une ultime tentative pour exposer dans le registre du mythe l'opposition constitutive de la condition humaine entre le songe et la vérité, qui s'excluent et se recouvrent l'une l'autre, révélant à l'homme sa liberté dès lors qu'il reconnaît et accepte la contradiction dans laquelle il est voué à s'inscrire. Bernard Sauzet. Je verrais La vie est un songe comme une sorte d'allégorie ou de mythe représentant, si on peut dire, le modèle de la destinée humaine, incarné par Sigismond. Cette allégorie, cette représentation d'ordre mythique, si on peut dire, est informée par une idéologie, c'est-à-dire par les croyances ou une idéologie d'ordre politique, d'ordre religieux, d'ordre éthique, d'ordre philosophique, d'ordre théologique. Et tout cet ensemble, si on peut dire, est sous-tendu par une structure d'ordre métapsychologique, c'est-à-dire toute une sorte de structure d'ordre inconscient. Ce registre, disons, métapsychologique a, depuis longtemps, attiré l'attention des spécialistes. Notamment, je voudrais citer la grande thèse de Otto Rank. Otto Rank était un disciple de Freud. Or, dès 1902, il s'est intéressé à ce thème pour produire sa thèse qui n'a été publiée qu'en 1912, qui s'intitule Das Inzestmotiv in Dichtung und Sage, le motif de l'inceste dans la poésie et dans la légende, où il traite abondamment de ce registre métapsychologique chez divers auteurs, et notamment chez des auteurs espagnols, tels que Lope de Vega, Calderón, Cervantes, etc. Et donc Otto Rank, qui était donc un des premiers psychanalystes, a très bien perçu cette dimension d'ordre inconscient, non seulement dans La vie est un songe, mais aussi notamment dans La dévotion à la croix ou d'autres pièces de Calderón. On pourrait rappeler cette phrase que je trouve tout à fait pertinente de Freud, à propos de Hamlet de Shakespeare, qui a été aussi beaucoup étudié sous cet angle, ce qui s'offre à nous dans Hamlet ne peut être que la vie psychique du poète lui-même. Il met en jeu ce Marthe Robert a appelé le drame humain par excellence, c'est-à-dire le complexe d'Œdipe. On pourrait prendre en compte, si on peut dire, l'événement essentiel que retrace La vie est un songe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conversion de Sigismond. Mais le mot conversion, à mon avis, est à éviter parce qu'il a des connotations religieuses. Il faudrait plutôt dire l'évolution ou la transformation de Sigismond, qui donc, au départ, se présente comme une bête, et à la fin, si on peut dire, advient à un statut d'homme libre et responsable. Comment un homme bête, un hombre fiera, peut-il devenir un homme libre et responsable? Sigismond se trouve dans la situation type du schéma oedipien. Il veut tuer son père et il veut posséder, disons, sa mère. Tuer le père, le roi, est impossible sur la scène, mais les désirs de mort qu'il manifeste vis-à-vis de son père, les menaces de mort qu'il profère envers Clotalde, son précepteur et son geôlier, qui est interprété comme un père substitutif, réalise, si on peut dire, ou effectue, au moins dans parole, ce désir inconscient de tuer le père. Quant au désir, disons, de posséder la mère, on peut en voir une analogie dans la situation où il se trouve vis-à-vis de Rosor. Non pas interprétée comme une mère substitutive. Rosor, à son âge, est une jeune femme qui est aussi à la recherche de son propre destin, mais Rosor interprétée en tant que femme interdite, ce qui est l'analogie avec la mère interdite dans la situation oedipienne. Rosor est interdite justement par ce signe qui la marque d'un trait indélébile, l'honneur. L'honneur, si on peut dire que c'est le signifiant à l'époque de la loi symbolique. La loi symbolique qui instaure l'ordre de la société et l'ordre psychique. Donc elle est marquée par ce signe de l'honneur. Les sentiments de Sigismond envers Rosor,
sont à la fois instinctivement très, très violents, très puissants, très sensuels, d'une part. Mais son élan, si on peut dire, d'ordre spirituel, induit de la part de Sigismond envers Roser la prise de conscience qu'elle incarne en quelque sorte un idéal d'ordre néoplatonicien, c'est-à-dire une valeur d'ordre spirituel. Ces deux sentiments se conjoints dans Sigismond l'attirent intensément, puissamment envers Roser. Mais lorsque, sur le champ de bataille, il s'apprête encore à se lancer vers elle et à la posséder, il prend conscience, en raison déjà d'une évolution d'ordre intellectuel qui s'est produite en lui, qu'elle est marquée de ce signe de l'interdit. Le renoncement à Roser, à la femme interdite, permet à Sigismond d'accéder à ce monde, disons, de la réalité, et le fait renoncer à ce monde, disons, régi par le principe du plaisir, où seul le désir fait loi. Il me semble qu'il est vraiment, je crois qu'on dit le héros éponyme, enfin la figure la plus représentative de ce héros tragique qui a éclipsé tous les autres grands personnages de la production dramatique, hormis Don Juan dans un autre domaine, mais qui lui aussi cristallise, si on peut dire, très profondément, très intensément, des préoccupations d'ordre psychanalytique. Don Juan, Sigismond me paraissent être vraiment les figures tragiques dominantes, et rejoignant alors les grandes figures de l'Antiquité grecque. On me tient enfermé dans une tour enchantée à cause de ce que je sais. Comme fera-t-on pour ce que j'ignore si on me tue pour ce que je sais? Un homme d'un si bon appétit en être réduit à mourir plein de vie. J'ai pitié de moi-même. Tout le monde dira, je le crois bien, et on a bien raison de le croire. Mais ce silence ne va guère à mon nom de Clarine, et je ne puis me taire. Les araignées et les rats sont ici ma seule compagnie. Les jolis oiseaux que voilà. Grâce au songe de cette nuit, j'ai ma pauvre tête remplie du tapage de 1000 clarinettes, de trompettes, de séductions trompeuses, de processions, de croix, de flagellants. Et de ceux-ci, les uns montent, les autres descendent, les uns s'évanouissent à la vue du sang dont les autres sont couverts. Moi, à dire vrai, si je m'évanouis, c'est de n'avoir rien à manger. Car je me vois dans une prison où je n'ai d'autre remède que de lire, le jour, dans le philosophe ni mange, et le soir, je me retrouve dans le concile de Nidine. Si on fait un saint du silence pour quelque nouveau calendrier, saint secret sera mon patron, puisque je jeûne à son intention, mais que je ne chôme pas sa fête. Après tout, j'ai bien mérité le châtiment qui m'est infligé, puisque, étant valet, j'ai pu me taire, ce qui est un affreux sacrilège. Laura Alcoba. On a effectivement, dans La vie est un songe, la représentation sur scène d'une deuxième pièce. On a donc véritablement une pièce dans la pièce qui, bien sûr, permet une mise en abîme sur scène, disons, du procédé théâtral. Cette deuxième pièce, c'est donc celle qu'on joue à Sigismond. Cette deuxième pièce, voilà, cette deuxième pièce est celle que l'on joue à Sigismond, pas seulement au moment de son réveil. Enfin, disons qu'on lui fait croire qu'il est un prince, alors qu'en fait, quelqu'un tire les ficelles. Ce quelqu'un est le roi, hein, l'auteur de cette pièce dans la pièce, et son bras droit est Clotalde, celui qui met en scène cette fiction. Et bien sûr, cette pièce dans la pièce, ce théâtre dans le théâtre, est au cœur de l'intrigue de La vie est un songe, puisqu'en plus, cette deuxième représentation permet la conversion de Sigismond. Hein, donc c'est vraiment, ce n'est pas un procédé parmi tant d'autres, c'est vraiment un élément dynamique dans l'intrigue. La plupart des pièces de Calderón ont été représentées dans ce que l'on appelle los corrales, c'est-à-dire c'était des représentations urbaines, à ciel ouvert, qui se faisaient dans la rue, et auxquelles assistait un public très varié, d'où le mélange des genres de la comédie qui parle à la fois aux grands et aux petits, qui met à la fois sur scène des nobles, hein, à l'instar des tragédies françaises classiques, et des personnages de basse extraction, qui sont ces graciosos qui viennent casser constamment le ton tragique, sérieux, des intrigues des grands. Vous évoquiez la figure du gracioso,
Oui. Le valet bouffon, tout à fait. Mais qui est un personnage typique de la comédie espagnole et qui se rapproche peut-être davantage du picaro. Le personnage picaresque que du valet de notre comédie à nous, du théâtre classique. Oui, pas seulement. C'est vrai que le gracioso introduit sur la scène un élément italien. Hein. Il est emprunté aussi au personnage de la commedia dell'arte. Mais c'est aussi un ressort ou un élément de cette théâtralisation à l'intérieur du théâtre, puisque souvent il apparaît comme un spectateur. Oui, voilà. Il joue le rôle finalement d'un spectateur lambda. Voilà, il prend du recul, il permet de ne pas prendre tout à fait au sérieux l'intrigue tragique. C'est là qu'on ne peut pas parler, par exemple, pour La vie est un songe, de tragédie au sens strict du terme. C'est comme si Scapin se trouvait propulsé dans Phèdre. Hein. C'est cela, l'effet que l'on a, la rencontre et le mélange des genres dont on parle souvent. Donc le gracioso vient mettre à distance le drame sérieux, la tragédie, et effectivement introduire aussi sur scène une nouvelle mise en abîme. Hein, c'est à l'infini. Hein, c'est en ça aussi que le théâtre de Calderón est baroque. Hein, les perspectives se multiplient sans cesse. Le gracioso vient représenter sur scène un spectateur qui doute de la réalité, ou en tous les cas de la gravité de ce qui est en train de se jouer, et qui peut, au moment le plus tragique, faire un jeu de mots trivial ou se moquer de celui qui vit une angoisse profonde, réelle, et qui se trouve confronté à quelque chose de grave. Hein. Même lorsqu'il meurt lui-même, finalement, il a toujours une répartie. Tout à fait, c'est le cas de Clarine dans La vie est un songe. Il ne se prend pas lui-même au sérieux et il ne prend pas au sérieux son propre destin. Là, on a une forme de dédoublement de l'acteur, comme si, donc c'est cette plaisanterie au sujet de sa mort, cette manière de se moquer de sa propre mort est bien sûr une manière de mettre l'accent sur l'irréel, de ce qui est en train de se jouer et sur le fait que ce n'est que du théâtre. C'est le vertige du spectateur, c'est aussi le vertige de l'univers baroque. Hein, on ne sait plus où est la scène, on ne sait plus où est le centre, on ne sait plus où est la référence. Hein, c'est un monde désaxé, c'est un univers sans milieu, sans centre, sans point d'ancrage. Hein. C'est effectivement une réflexion très intéressante qui est proche des procédés que vont mettre à l'œuvre les dramaturges du XXe siècle. Hein. On ne sait plus où est la représentation, où est la réalité. On joue à brouiller les pistes. Et par ailleurs, cette confusion, hein, puisque c'est un terme obsédant chez Calderón, la confusion. Hein, on ne sait plus qui est qui, où est le vrai. C'est un terme qui revient très souvent d'ailleurs dans la bouche de Sigismond. La confusion est telle que l'on abdique parfois à faire le tri. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans La vie est un songe. On ne sait plus où est la scène, quel est le metteur en scène, où est la réalité, où est le mensonge, où est le théâtre, où est le réel. Et ça s'embrouille et ça se mélange jusqu'à la folie. Pour faire image, Didier Soulier, à quel peintre de ses contemporains pourrait-on rapprocher Calderón ? D'abord, il n'est pas du tout mauvais de rapprocher Calderón et la peinture, puisque Calderón était un grand amateur de peinture. On le sait par l'inventaire qui a été fait de ses biens à sa mort, on le sait parce qu'il a rédigé un traité pour défendre les peintres, leur statut et la noblesse de leur art. On le sait aussi parce qu'il était, en tant qu'organisateur et metteur en scène de ses pièces, très intéressé par l'aspect visuel de la représentation de ces drames. Il a d'ailleurs laissé des didascalies très complètes et très contraignantes et tout à fait passionnantes sur la disposition, les effets de couleurs, les effets de contraste lumineux. Alors, effets de contraste, violence, luminosité, volonté de représenter de manière simple des problèmes complexes. Ceci nous renverrait donc à la révolution dont l'initiateur fut le Caravage. Alors le Caravage, celui qui a systématiquement utilisé le luminisme, c'est-à-dire le contraste du clair-obscur, le Caravage, celui qui a inclus dans la réalité quotidienne les sujets les plus nobles. Le Caravage disparaît en 1610, c'est un Italien, alors peut-être faudrait-il se rapprocher de la peinture espagnole.
Le premier auquel je pense dans la peinture espagnole, c'est Zurbarán, parce que picturalement, c'est quelqu'un qui a continué à exploiter l'aventure caravagesque et notamment la violence des contrastes ombre et lumière. Et ensuite, parce que, c'est une évidence, il est espagnol, et il a utilisé, je crois, le plus systématiquement ce qui me semble au cœur du génie espagnol et du génie de la représentation. C'est une logique du symbole. Les Espagnols ne sont pas philosophes. Ça n'est pas du tout dans mon sang, dans ma volonté d'insulter l'Espagne et de diminuer le mérite et la valeur de sa culture. C'est Unamuno lui-même qui le reconnaissait, donc il n'était pas suspect dans ce domaine. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il y a une certaine répugnance de l'Espagne à abstraire sa pensée. Je crois que c'est une bonne façon de comprendre comment fonctionne le théâtre espagnol de l'époque. C'est-à-dire que le théâtre de l'époque s'appuie sur des images. Même si c'est un théâtre qui fait référence à une problématique métaphysique, à une théologie et à des problèmes abstraits. Alors, la notion de symbole est particulièrement précieuse puisqu'elle nous permettra de faire le lien entre cette peinture et le théâtre dont nous parlons. Qu'est-ce qu'un symbole? Le symbolon, c'est justement ce qui établit une liaison entre un objet signifiant et le signifié. Or, l'art espagnol en général, et la peinture de Zurbarán en particulier, et le théâtre de Calderón également, produisent des images. Il y a une sorte de phénomène de dénonciation de l'image au moment même où elle est produite. C'est-à-dire que l'image n'est donnée que pour renvoyer à un au-delà qui la dépasse, un au-delà qui est irreprésentable. Alors, on pourrait donner un exemple, partant de la peinture de Zurbarán, qui est le suivant. Ce sont ces tableaux qu'il a particulièrement cultivés de saintes. Vous voyez une jeune femme en tenue d'époque qui part faire son marché avec un chapeau de paille et un petit sac. Et en dessous, le peintre marque le nom de la sainte. Alors, elle a, parmi ses affaires, un signe, un attribut qui rappelle son martyre, qui rappelle son identité. C'est tout. C'est-à-dire que la volonté du peintre est de transfigurer le réel en montrant que le réel est toujours le signe qui renvoie à un au-delà transcendant. Alors, nous appliquons ça au théâtre, et notamment, par exemple, au domaine de l'auto-sacramental, c'est-à-dire une allégorisation de la vie psychique. L'auto-sacramental représente invariablement le même sujet. L'homme, durant son existence, est tenté. Réussira-t-il ou non, car n'oublions pas qu'il est libre grâce aux jésuites qui ont fourni ce cadre anthropologique, l'homme réussira-t-il ou non à se sauver? Alors, le théâtre va représenter un monsieur tout le monde, comme disait le théâtre anglais. Alors, il y a un homme que Calderón appelle souvent el hombre, pour bien montrer que c'est l'homme générique, l'homme en général, et il sera entouré d'allégories, l'allégorie de la volonté, l'allégorie de la liberté, et puis des tentations qui passent devant lui. Son libre arbitre sera là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des images naïves qui ne signifient rien. Les allégories ne signifient rien. On sait que ce sont de simples signes qui nous permettent de représenter l'irreprésentable, à savoir le théâtre intérieur d'un personnage. Alors, je crois que nous avons là l'indice du fonctionnement de ce théâtre, c'est-à-dire une image qui fait appel au spectateur pour que lui-même réfléchisse et dépasse ce qui est représenté. Alors, dans l'interprétation religieuse ascétique espagnole, ceci fait appel à un mécanisme très fréquent. Le monde n'est qu'une illusion, et le monde doit être dépassé, parce que ne voir que le monde, c'est ne voir que vacuité, vanité, c'est ce que l'étymologie nous apprend, et donc parier, comme dirait Pascal à la même époque, parier pour ce qui n'a pas de valeur. Il faut donc que l'image soit toujours mise en perspective et dépassée pour que l'on comprenne que ce qui est vu n'est qu'un signe qui renvoie à un au-delà. L'œuvre de Calderón de la Barca, l'Alcade de Zalamea, est actuellement montée au TNP dans une mise en scène de Georges Riquier et Jean Villard. Le texte français de l'Alcade de Zalamea est dû à Georges Pillement. Les éléments scéniques et les costumes sont de Léon Gichia.
la musique de Georges Delerue. Qu'on arrête, monsieur le capitaine. Cela ne peut se faire. Pourquoi? Je suis soldat et au service du roi. Je suis un capitaine en activité. Et moi, suis-je un juge à la retraite? Je me plaindrai au roi de cet arbitraire. Et moi du vôtre. Et puisque le roi est près d'ici, il ne tardera pas à nous entendre l'un et l'autre. Il faut remettre votre épée. Il n'y a pas de raison. Comment ça, puisque vous êtes prisonnier? Traitez-moi avec respect. Oh, pour cela, ne craignez rien. Conduis-le avec respect à l'hôtel de ville. Et là, avec respect, mets-lui les fers aux pieds et la chaîne au cou. Veille également, avec respect, qu'il ne parle à aucun de ses soldats, mais ses deux complices dans des cachots séparés, pour ensuite, avec respect, les interroger tous les trois. Enfin, et ceci entre nous, si les charges qu'il y aura contre vous l'exigent, je jure, devant Dieu, qu'avec le plus grand respect, je vous ferai pendre. Ah, quand le peuple a le pouvoir. Alors, à partir de 1651, Marc Witz, il y a plusieurs événements donc, dans la vie de Calderón et surtout, pour ce qui nous intéresse, une orientation très nette vers le genre de l'auto sacramental qu'il va, on peut le dire, porter à sa perfection. Oui, certes, il devient le producteur officiel des autos sacramentales de la ville de Madrid, fondamentaux parce qu'ils conditionnent la totalité de la saison théâtrale. À partir de là, les compagnies sont recrutées et toute l'organisation dépend de ces autos sacramentales, mais il en a écrit beaucoup avant. Il ne s'oriente pas, disons, il ne se réduit pas aux autos sacramentales. Mais il s'y consacre quand même plus particulièrement, c'est-à-dire qu'il abandonne, ça c'est tout à fait clair, sa dernière comédie de KPDP pour les théâtres populaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de cour, et de 1651. À partir de là, il n'y a plus d'œuvres écrites pour les corrales. Mais il continue quand même à écrire des œuvres pour profanes, c'est-à-dire non autosacramentales, pour les théâtres de la cour. Ceci étant dit, effectivement, il devient le dramaturge officiel, si l'on peut dire, le producteur officiel des deux autos sacramentales qui sont produits chaque année, par un procédé qui apparaît comme lumineux une fois qu'on a réussi à le saisir, c'est-à-dire que chez lui, pour la première fois, l'histoire qu'il emprunte à la mythologie, aux circonstances, à la Bible, à toutes les histoires humaines possibles servent à l'autosacramental. Il a écrit par exemple des histoires sur Orphée. Orphée, pièce mythologique, est un autosacramental chez Calderón. Il y a au moins 9 autosacramentales mythologiques qui reprennent les traditions anciennes. Mais tout peut servir. La construction du nouveau palais du Retiro, il en fait un autosacramental. Tout est possible. L'histoire, donc, cet argument qu'il emprunte, eh bien, il est le seul, véritablement, à construire autour de cette histoire une construction théologique cohérente et logique qui conduise à célébrer le seul sujet de l'autosacramental qui est l'Eucharistie. Avec une petite évolution, ces premiers autos sont courts, ils font 1300 vers. Ces derniers autos supposent une mise en scène extrêmement complexe, très proche des mises en scène de cour, mais jouée d'or sur des carros, sur des chars que l'on promenait en ville et que l'on mettait bout à bout, avec des constructions sur ces chars extrêmement complexes aussi. Et ces derniers autos donc, vont compter 2600 vers, c'est-à-dire il y a un développement à la fois musical et visuel extrêmement poussé. L'autosacramental met en scène des personnages qui sont aussi des allégories. Oui, et en je ce sens, il est très baroque. Qui ne sont que des allégories, oui. C'est pas aussi. Comme le monde. Oui, le monde, les vertus, les vices, les jours, la pensée, l'âme, tout ce que l'on peut imaginer. La comparaison la meilleure qui me viendrait, ça serait celle du no japonais. C'est-à-dire un théâtre qui, comme la commedia se montrait déjà étant du théâtre sans volonté de réalisme, cette fois-ci s'affirme ouvertement comme étant totalement irréaliste et livré, si on peut dire, au lieu d'un combat d'entité. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais nous avons complètement abandonné cette civilisation religieuse centrée sur l'Eucharistie que l'on défendait contre le monde protestant, contre les ennemis extérieurs, tout ce qu'on peut imaginer. Ceci est très loin de nous. La plupart du public actuel ne partage plus ou la croyance ou la ferveur du temps de Calderón, car c'était une fête religieuse importante. La fête de Dieu, oui. La fête de Dieu du mois de juin, le plus souvent, était une fête extrêmement suivie, encore en Espagne de nos jours.
Et l'auto sacramental était un moment privilégié de cette fête. Ce n'était pas du théâtre hors de la cité, c'était vraiment du théâtre dans la cité. Et nous avons perdu tout ça, à peu près tous. J'ai vu des autos sacramentales, j'en ai vu beaucoup, on en rejoue beaucoup, et ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire qu'on peut très bien séparer le message religieux du choc des instances qui se heurtent à propos du message religieux, et c'est un théâtre qui fonctionne. Calderón, une vie en songe, une émission de Jacques Munier, avec Didier Souillet, Bernard Sezé, Marc Witz et Laura Alcoba.